Bonjour à tous. Merci de regarder donc cette présentation qui est l'aboutissement de mon travail de thèse de cette année. Donc, je vais vous donner quelques conseils pour référencer votre marque en 2025. Donc, je m'appelle Justin, je suis consultant en marketing digital. Je suis passionné de technologie et aussi un peu de business en général. En fait, avant, pour la petite histoire, donc j'étais agent immobilier. Donc j'ai ouvert des agences immobilières sur le secteur de la métropole lilloise et je me suis occupé du référencement de mes agences. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai commencé à générer du chiffre d'affaires grâce à mon travail. Et j'ai trouvé ça formidable parce que je commençais à en avoir un petit peu marre de la prospection. Et quand j'ai vu que bon, j'ai généré à peu près 10 000 € de CA mensuels grâce à mon positionnement, parce que grâce à mes avis et à la façon dont je rayonnais sur le secteur, j'avais des personnes qui me contactaient pour réaliser donc des estimations qui sont le point de départ dans l'immobilier avant de générer des mandats et des ventes, donc du chiffre d'affaires. Donc c'est comme ça que je suis tombé dans la marmite du référencement et surtout du référencement organique. Alors au programme, on va regarder donc d'abord le contexte. On parle beaucoup de la fin de Google suite à l'arrivée des intelligences artificielles dans le paysage du search. On va parler du rayonnement, alors EEAT, on va regarder ça, je vais vous expliquer plus en détail ce que c'est. Ensuite, la deuxième partie c'est quelques conseils pour se référencer dans les LLM, ChatGPT, Perplexity, etc. Et enfin, faire rayonner sa marque en 2025. Donc voilà, l'utilité de la marque en tant que telle et comment on fait donc, pour rayonner un maximum dans le monde digital. Alors, on va commencer par le contexte. Donc, la fin de Google, ici, on est sur des chiffres 2024 qui ont un peu évolué depuis, on va le voir. Donc, en 2024, on voit bien hein, que Google a vraiment une très, très grosse part du gâteau, à peu près 90% de la recherche en tout et pour tout, avec ChatGPT qui était extrêmement minoritaire à l'époque. Mais, depuis, les choses ont un peu évolué. Aujourd'hui, on parle de 2,5 milliards de recherches par jour pour ChatGPT contre 14 milliards par jour pour Google. Donc à l'échelle annuelle, il faut se rendre compte que Google, c'est 5000, on est sur 5000 milliards de recherches, donc c'est quand même un très très gros acteur. ChatGPT vient pas vraiment grignoter des parts de marché parce qu'on se rend compte en fin de compte, il y a en fait, la recherche augmente, le volume de recherche générale augmente, ce qui fait que ChatGPT prend une place dans le paysage mais que, il prend une place sur les nouveaux usages de la recherche. Donc ça peut être un peu surprenant. D'ailleurs, il y a une recherche, menée par SEMrush qui dit que l'usage de ChatGPT a généré des usages supplémentaires sur Google. Alors à titre d'utilisateur de ChatGPT, c'est vrai que, on se retrouve parfois dans des cul-de-sac, sur des recherches, très spécifiques sur l'usage, par exemple, là, j'utilise Notion, je suis en train de créer un CRM sur Notion et ChatGPT, est assez limité sur le sujet et en effet, ça me pousse à réaliser quelques recherches sur Google, pour venir confirmer, ou enfin, pour trouver des stratégies d'amélioration de mon CRM. Alors, aussi, petite surprise, ChatGPT en tout cas, fait des recherches qui sont similaires aux résultats qui sont proposés par Google. Donc cette recherche, c'est Alexis Rilko, qui l'a réalisée. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait une requête pour des vacances en Sicile auprès de ChatGPT et il a fait un parallèle entre les réponses qui étaient données par Google et les réponses qui étaient données par Bing. Alors surprise, là, on le voit hein, sur la partie de droite. On a la correspondance entre les recherches, les URL qui ont été chargées par ChatGPT avant de générer une réponse et la page de résultats Google. Donc on peut voir qu'il y a 90% de correspondance entre SearchGPT, donc qui est le moteur qui va rechercher directement sur Internet, et les résultats Google, contre 30% de correspondance avec Bing. Hein, on pouvait penser il y a quelque temps que que ChatGPT utilisait beaucoup Bing pour les résultats, surtout qu'il y a des liens financiers entre Microsoft et OpenAI.
Mais force est de constater que non. D'ailleurs, les résultats de Bing qu'on voit ici sont tous présents dans le résultat Google, donc on pourrait carrément, on pourrait dire que il a même pas sollicité Bing pour donner ses réponses. Alors, il y a quelque chose, il y a un élément qui va avoir énormément d'impact sur la recherche, ça devrait arriver cette année, c'est le Google AI Overview. Ça aura, je pense, beaucoup plus d'impact que l'arrivée des chatbots IA tels que ChatGPT et Perplexity sur le trafic des sites web. En fait, AI Overview, c'est quoi? C'est un moteur génératif qui va être présent dans un moteur de recherche. On va avoir en haut de page une fenêtre qui va générer une réponse à l'utilisateur grâce aux éléments qui auront été trouvés sur les sites par Google. Ce que ça va impliquer, c'est une grosse baisse de trafic parce que en fait, l'utilisateur va déjà trouver sa réponse en haut de page et Google ne cite pas forcément non plus, et parfois il cite les sources, parfois pas. Mais comme l'utilisateur a sa réponse, il ne va pas forcément aller creuser plus profondément sur le site en lui-même. Alors le concept d'EAT, c'est un concept qui est important en SEO, en référencement et je vais faire le parallèle avec les intelligences artificielles. Donc l'EAT, qu'est-ce que c'est? C'est le rayonnement de son site dans son environnement. Alors c'est pas que ça, il y a aussi des notions de qui est la personne qui rédige l'article, qui doit être une personne de confiance, etc. Mais ce dont je voudrais parler, c'est surtout comment le site est considéré comme une entité dans son environnement global. Il y a une base de données chez Google qui s'appelle le Knowledge Graph, qui va répertorier tous les liens qu'il y a entre votre site et tous les autres sites qui parlent de vous. Et à partir de là, il va vous accorder sa confiance ou pas. Et en fait, plus vous avez de la confiance de la part de Google, mieux seront positionnés vos articles et votre contenu en général. Pourquoi je parle de ça dans un chapitre aussi sur l'intelligence artificielle? C'est que c'est un peu pareil. Plus on va parler de vous sur internet, enfin pareil, comparable, parce que je ne voudrais pas, faire taper dessus par la communauté SEO non plus, mais c'est-à-dire que plus on parle de vous, en fait, comme les intelligences artificielles récupèrent les contenus des pages web, elle va aussi identifier qu'on parle de vous à divers endroits et vous serez plus facilement référencé, sur les moteurs de recherche, les moteurs génératifs d'intelligence artificielle. Alors maintenant, on va voir comment, référencer, comment améliorer son référencement dans les moteurs génératifs tels que ChatGPT. Je parle beaucoup de ChatGPT parce que c'est surtout lui qui a, beaucoup de part dans la recherche. Alors déjà, commencez par ouvrir, la porte aux bots des intelligences artificielles. Ça paraît bête comme ça, mais vous avez pas mal de sites qui aujourd'hui sont fermés à la circulation des robots des intelligences artificielles. Donc, vous pouvez ouvrir la porte via le serveur. Alors, je vais pas m'épancher sur la partie technique, mais en gros, vous avez des fichiers sur le serveur qui ouvrent l'accès ou pas à différentes IP. Les IP, c'est l'adresse, en gros, c'est l'adresse de votre ordinateur, pour résumer. Et les bots IA ont tous des adresses IP différentes. Il faut penser à ouvrir la porte via le serveur. Et le robot TXT, qui est un fichier aussi qui est à la racine des sites internet, qui ouvre l'accès à différents robots. Il y a quelque temps, pour des raisons de propriété du contenu, on n'ouvrait pas la porte aux bots IA. Ça a été une mode pendant un moment. Alors après, ça dépend de votre stratégie, bien évidemment. Je ne dis pas qu'il faut forcément le faire. Ça dépend du contenu que vous proposez, etc. Mais en tout cas, si vous voulez remonter dans les intelligences artificielles, ouvrir la porte via le robot.txt, c'est important. Vous pouvez faire le test d'ailleurs de voir si ChatGPT aujourd'hui peut lire ou pas le contenu de votre site. Vous lui demandez simplement, donc ben, dans le chat, est-ce que tu peux me donner le contenu de cette page HTML? Vous copiez-collez l'URL et vous voyez s'il est capable de vous donner l'intégralité du contenu. C'est important de voir s'il donne l'intégralité parce que s'il vous baragouine quelques lignes en disant voilà, ça parle de ça, il a très bien pu faire sa recherche sur Google et vous fournir par exemple le titre et la métadescription. Donc l'idée, c'est vraiment de voir s'il arrive à vous sortir le contenu intégral de la page. Ça paraît bête comme ça, mais je l'ai fait sur un site et en fait, il savait pas du tout me le donner. Donc faites le test, vous verrez, c'est amusant, en tout cas, c'est important. Proposer du contenu structuré. Deuxième conseil,
Donc, en fait, il y a une étude qui a été menée sur des moteurs génératifs pour voir dans quelle mesure ils faisaient ressortir du contenu. Et donc, ils ont fait des tests où ils ont ajouté notamment des statistiques, des citations de sources d'autorité, et ils ont condensé aussi l'écriture pour lui donner plus de poids, pour qu'elle ressorte plus, pour qu'elle soit indexée en fait, et qu'elle ressorte plus facilement. Donc là, ici, il y a une heatmap de l'importance des différentes actions sur le texte. Et donc, on peut voir que ça a un réel effet d'ajouter des statistiques. Donc, source de citation, vous avez par exemple ChatGPT, enfin, même Perplexity font notamment souvent ressortir Wikipédia dans les sites d'autorité. Ils donnent des réponses qui sont basées sur le contenu Wikipédia. Donc, par exemple, ça peut être intéressant de faire des parallèles entre votre site et Wikipédia parce que Wikipédia est vraiment tamponné comme étant une source d'autorité. Donc, ça permet aux intelligences d'avoir confiance en votre contenu et donc de le promouvoir. Les éléments du X. Alors, quand je parle d'éléments du X, je parle d'éléments de lecture. C'est-à-dire que si vous ajoutez des tableaux et des listes à puces dans votre contenu éditorial, ce sont des éléments qui seront plus facilement lisibles et peut-être même réutilisés parfois tels quels par les IA. Un résumé condensé, ça peut être une bonne idée en haut de votre article, de mettre un résumé vraiment condensé du sujet de votre page. Ça permet tout de suite au bot, quand il lit en début de page, de comprendre l'intégralité de votre contenu et s'il en a besoin, il utilisera le reste pour générer sa réponse. Et attention au temps de chargement. Alors ça pareil, je reparle encore de... Il y a Alexis Rilko qui avait fait un webinaire comme ça où il parlait du code 499. Qu'est-ce que c'est? C'est un code d'erreur. Il faut comprendre que ChatGPT, on l'a vu, il a chargé des URL, donc il a envoyé une requête vers un serveur, le serveur du site sur lequel est présent la page, et donc il va faire 10 requêtes à la fois. Et le code 99, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il abandonne une requête alors qu'il n'a pas encore reçu la réponse du serveur. Ce que ça veut dire concrètement pour vous, ça veut dire que si votre temps de chargement est trop long, il va abandonner la recherche et il va traiter les autres URL et pas la vôtre. Donc hyper important. Alors c'était déjà un critère pour Google. Les temps de chargement sont hyper importants, mais ça l'est aussi pour le traitement par les intelligences artificielles. Les données structurées, alors ça va être un peu technique, mais en haut du code d'une page HTML, vous avez une partie qui s'appelle les données structurées, qui est un format bien spécifique qui servait déjà à Google pour lire votre contenu et générer des petits, ça s'appelle les rich snippets sur les pages, vous savez, sur les pages de recherche, vous aviez des fois des petites étoiles, vous avez le lien bleu, la métadescription, une petite étoile. Parfois, quand vous cherchez par exemple la recette de la carbonate flamande, vous avez aussi la durée de la recette. Et donc, c'était utilisé par Google pour ça et aussi pour bien comprendre votre site. Et là, c'est des éléments qui sont lus par les bots des IA pour comprendre le contenu de votre page. Et notamment, vous pouvez faire figurer à l'intérieur les listes à puces et les tableaux dont on a parlé tout à l'heure sur les éléments du X. Ça permet aussi de voir l'auteur. Donc l'auteur dans le contexte, pour bien comprendre aussi le site dans son environnement, c'est important de voir que l'auteur est quelqu'un en qui on peut avoir confiance et qui a de l'expérience dans son domaine. Le nom de l'entreprise, donc pareil, hein, je ne saurais que vous inviter à faire remonter le nom de votre entreprise et surtout de votre marque régulièrement par la lecture de ces données structurées par les bots d'intelligence artificielle. Et alors, cas encore plus important, dans le cadre d'un e-commerce, on peut avoir la couleur, le nom du produit, le prix, les avis sur le produit. Et si vous voulez que vos baskets blanches que vous vendez sur votre e-commerce remontent dans les IA, il est évidemment indispensable d'avoir des données structurées qui donnent ces éléments en avant-première dès le début de la page aux intelligences artificielles. Parce que quand ils seront passés sur ces données-là, on est sûr qu'ils les auront lues, alors qu'après, quand ils passeront dans l'intégralité du code de page qui peut être parfois un peu long, on n'est pas sûr qu'ils passent dessus. Donc soyez présents sur le web, je fais le parallèle avec le critère EEAT dont on a parlé tout à l'heure pour Google. Ne pas hésiter aussi à faire des rapprochements sémantiques. Par exemple, si vous êtes fleuriste à Lille et que vous êtes spécialisé dans les mariages, vous en parlerez sur votre site, enfin j'espère pour vous, en tout cas de parler, d'avoir une page en gros comme étant le fleuriste de Lille spécialisé dans les mariages.
ne pas hésiter à à faire parler de vous sur d'autres sites internet et laisser des traces un peu partout qui vous mentionnent en tant que l'expert, le fleuriste expert des mariages, pour les mariages à Lille. Donc, multiplier les associations sémantiques entre votre marque, donc les associations de termes entre votre marque et les requêtes que peut taper l'utilisateur dans les bots. Donc, les nouveaux KPI, évidemment, avant, on regardait le temps passé, le taux de rebond, etc. Ben, pareil, on va pouvoir appliquer ça maintenant à tout le trafic qui vient depuis les intelligences artificielles. Comme elles sont vouées à prendre une part plus importante dans le trafic du web, ces KPI qui étaient anciennement sur Google et Bing, etc., sur le trafic qui vient de par les IA. Après, il y en aura des nouveaux qui vont apparaître, hein. Le taux de succès de crawl, hein, le nombre de fois où l'intelligence artificielle a bien pu visiter votre site et le crawler complètement. La puissance de la marque et la stratégie 360. Donc, ça fait déjà un certain nombre d'années qu'on en parle. Diversifier les sources d'acquisition, c'est important. La simple présence sur Google est intéressante et génère quand même beaucoup de trafic et de conversion. Et on va voir aussi que Google donne de la confiance à un site qui a des sources de trafic qui viennent de divers endroits. La marque, donc, c'est un facteur de confiance et de stabilité. Plus on a un gros trafic de marque, donc quand vous êtes, si vous êtes utilisateur de la Search Console, donc la console de recherche de Google qui fait remonter un peu le nombre de fois où vous remontez sur quelle requête, Google va identifier votre trafic de marque et plus vous avez un trafic de marque important, plus Google va vous juger comme étant un acteur important de votre domaine. L'inertie de la marque, le nom de domaine expiré. Si jamais, alors on a un bon exemple de ça sur l'île. Une marque qui s'appelle Walkin, qui est un créateur de site web, qui a fermé boutique il n'y a pas très longtemps. Donc le nom de domaine, c'est walkin.com, je pense, ou .fr, enfin peu importe. Il a été fermé pendant un moment. En tout cas, le site a été désactivé. Et il a été rouvert récemment et on peut voir qu'il a remonté direct dans le top 3 Google. Pourquoi? Parce qu'il avait encore la puissance de la marque et tout l'environnement autour qui parlait, qui traitait de son domaine d'activité. Ensuite, le capital d'interaction de la communauté. Plus Google identifiait que vous avez des interactions avec une communauté solide, mieux il va vous référencer. Et plus de mentions de marque, encore une fois, plus on parle de vous, plus les LLM vont parler de vous en échange. Donc là, c'est une petite illustration de la diversification des sources de trafic vers votre site. Alors ChatGPT, il a un petit peu halluciné, hein. Là, ici, il a mis le logo de Perplexity sur le logo TikTok, mais je n'ai rien dit et vous n'avez rien vu. Le rôle du consultant SEO évolue. Donc maintenant, on va penser vraiment la marque comme dans un écosystème. Au départ, on avait Google qui générait la quasi-intégralité du trafic. D'ailleurs, quand on était SEO et qu'on maîtrisait son sujet, il était assez facile de générer du trafic et de l'argent que via le SEO. Mais maintenant, on voit que même les meilleurs SEO adaptent leur stratégie en diversifiant leurs sources de trafic via notamment les réseaux sociaux. Et ils créent une communauté pour donner les bons signaux de solidité à Google. Ça évite en fait au site de se faire déclasser par les différentes updates parce que Google, en fait, il voit vraiment votre site comme dans un environnement naturel. Il n'aime pas la triche et donc il va identifier il va identifier des vrais signaux d'existence de votre marque. Et donc, il faut devenir maintenant multicompétent. Alors, on ne peut pas être bon partout sur tous les réseaux sociaux, mais en tout cas, il faut avoir du réseau pour expliquer à son client que ça peut être intéressant d'être présent sur TikTok, etc., qui est devenu d'ailleurs un vrai moteur de recherche, et Google qui a aussi des comportements qui sont très proches du SEO et qui remontent très bien dans Google AI Overview et aussi sur les pages de résultats Google d'ailleurs. Alors, la conclusion, en conclusion, je dirais que l'IA chamboule un peu le monde du search. Elle est une nouvelle source de trafic à laquelle il va falloir s'adapter au fur et à mesure parce qu'elle prend des parts de marché, mais aujourd'hui, Google est quand même un très gros acteur du marché. Le métier du consultant évolue, donc il faut savoir conseiller son client d'une manière vraiment globale et 360. Les règles évoluent, mais restent un peu les mêmes, c'est-à-dire que je vous ai parlé du concept de EAT. Il y a un concept qui est très similaire sur les intelligences artificielles. Donc, dès lors que vous avez une marque puissante qui est bien référencée et qui rayonne, vous devriez normalement déjà bien remonter d'un côté ou de l'autre.
Et avoir une communication vertueuse et naturelle, c'est une clé de la réussite parce que quand on triche un petit peu trop en SEO, on finit par prendre des taquets, hein, simplement sur les mises à jour de l'algorithme. Donc, pour terminer, en tant que conseil aux dirigeants, donc je vous dirais de construire une marque forte sur internet avec des interactions via la communauté et via les réseaux sociaux, de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier et donc de diversifier vos sources d'acquisition et vous montrer et faites parler de vous comme quand on a un commerce, géographiquement implanté, on fait parler de soi autour de nous, auprès des commerçants et cetera. Bah, là, c'est un peu pareil sur le web. Plus vous laissez des traces de vous, plus vous allez remonter dans les moteurs de recherche et les moteurs génératifs. Voilà, c'est tout pour moi. Si, vous voulez en savoir plus, avoir des échanges, vous n'hésitez pas, vous tapez juste un PNL sur Google ou sur LinkedIn, à votre disposition pour échanger. Si vous avez des besoins en référencement, n'hésitez pas, je suis là.